Bonjour, cette capsule vidéo a pour but d'expliquer chacun des éléments du modèle de réponse à l'intervention tel que présenté au comité de différenciation de la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Nous explorerons plus précisément les pratiques gagnantes à installer à chacun des niveaux d'intervention afin de maximiser la portée de ce modèle d'organisation pédagogique. Voici tout d'abord quelques mots sur les origines et les principales caractéristiques du modèle de réponse à l'intervention. Le modèle de réponse à l'intervention, RAI, est un modèle d'intervention et d'organisation des services issus de la recherche en éducation réalisée aux États-Unis. Ce modèle d'intervention prend une place de plus en plus grande dans les réflexions pédagogiques au Québec, particulièrement depuis l'apparition du référentiel d'intervention en lecture pour les 10-15 ans. En effet, le MELS met de l'avant ce modèle pour l'intervention face aux difficultés de lecture. C'est d'ailleurs dans ce champ d'expertise que la littérature sur la réponse à l'intervention est la plus abondante, puisque l'approche a vu le jour à travers des recherches portant sur le développement des compétences en littératie. Toutefois, l'approche de la réponse à l'intervention, particulièrement le modèle d'intervention à 3 niveaux, sont aussi appliquées pour réfléchir et organiser les services des élèves en difficulté, tant sur le plan comportemental que sur le plan de l'apprentissage. Le RAI a pour objectif principal de contrer le phénomène de l'intervention tardive auprès des élèves en difficulté et de faire contrepoids à une approche plus médicalisée. Voici les principales idées à retenir pour comprendre le modèle de la réponse à l'intervention. Notons tout d'abord que c'est une approche qui vise la mise en place d'interventions réputées efficaces et s'appuyant sur des données de recherche. Notons aussi qu'elle vise la mise en place d'un enseignement efficace fondé sur l'adoption par les intervenants de pratiques à haut rendement d'efficacité. La RAI préconise aussi l'intensification de l'intervention de manière croissante lorsque les difficultés persistent. Notons finalement que la RAI nécessite la mise en place d'un processus de résolution de problèmes qui amène les différents intervenants scolaires à prendre des décisions de manière collégiale afin de répondre aux besoins des élèves. Voici en un coup d'œil quelques principes de fonctionnement de l'approche qui seront développés avec plus de précision dans la suite de cette capsule vidéo. Au niveau 1, on attend de l'enseignant qu'il mette en place un enseignement efficace. L'enseignement efficace est un concept balisé par quelques paramètres que nous allons explorer plus loin. L'enseignant doit ensuite procéder à un dépistage des difficultés rencontrées par ses élèves et leur offrir le soutien nécessaire afin de leur permettre de régulariser leur situation. L'enseignant se doit aussi, au niveau 1, d'assurer un suivi constant du progrès de ses élèves et d'ajuster en conséquence son enseignement. Généralement, lorsqu'un enseignement de qualité est mis en place, une proportion d'environ 80% des élèves réussissent. Au niveau 2, l'enseignant va mettre en place des initiatives visant à intensifier son enseignement auprès d'un sous-groupe d'élèves ciblés et en difficulté. Les interventions de niveau 2 peuvent être réalisées par l'enseignant seul ou en collaboration avec un enseignant ressource, un orthopédagogue ou un autre professionnel. À cette étape, les intervenants vont approfondir leur compréhension des difficultés des élèves ciblés afin de bien identifier les éléments à intensifier. Comme au niveau 1, les intervenants auront le souci de suivre et de documenter de manière précise le progrès réalisé par les élèves. Généralement, l'intensification de l'enseignement permet à 15% supplémentaires d'élèves de réussir. Toutefois, il arrive que des difficultés persistent chez 5% des élèves malgré le soutien mis en place. C'est à ce moment du continuum d'intervention que des mesures de niveau 3 devraient être mises en place. Ces interventions doivent être spécialisées et intensives. Elles s'adressent généralement aux individus, bien qu'elles puissent aussi être vécues avec un sous-groupe d'un maximum de 3 personnes. Les compétences spécifiques de certains professionnels comme les EOSPS, les orthopédagogues, les orthophonistes ou les psychologues seront mis particulièrement à profit afin d'entraîner les élèves à certains processus nécessaires à l'apprentissage et afin de leur offrir des activités de rééducation. Le modèle d'intervention qui est présenté dans cette capsule a pour contexte d'application les situations d'apprentissage-enseignement. L'ensemble des pratiques qui seront décrites plus loin vise donc le soutien du processus d'apprentissage des élèves. Pour arriver à apprendre et à réaliser les tâches prévues par le programme,
les élèves doivent déployer plusieurs actions cognitives et métacognitives qui peuvent être désignées sous l'appellation de gestes cognitifs. Dans une récente parution traitant de différenciation, le ministère propose les 9 actions suivantes comme cadre de référence pour juger de la capacité d'un élève à démontrer ses compétences. En conséquence, dans la suite de cette présentation, à chaque fois qu'il sera fait mention du processus d'apprentissage ou du soutien à l'apprentissage, vous serez invité à vous référer à ce modèle des gestes cognitifs. La manière d'articuler les niveaux d'intervention peuvent varier selon différents auteurs. On peut retrouver des modèles à 3, 4 ou même 5 niveaux. Dans le modèle retenu à la CSPI, une catégorie de paramètres a été ajoutée à la base de la pyramide d'intervention afin d'expliciter les conditions favorisant la mise en place d'un continuum d'intervention. Ces conditions ont été sélectionnées et intégrées au modèle d'intervention pour 2 raisons. Soit parce qu'elles constituent des caractéristiques des écoles efficaces que la recherche nous invite à considérer, soit parce qu'elles font écho à des valeurs, des objectifs ou des priorités institutionnelles. Soulignons notamment, au niveau des valeurs, l'accent mis dans le plan stratégique sur la recherche de l'excellence et le courage décisionnel. Notons aussi, au niveau des objectifs, l'importance accordée au développement professionnel du personnel et à la mise en place d'approches préventives soutenant l'intégration des EHDAA. 2 projets institutionnels sont en étroite relation avec les conditions favorisant l'implantation du modèle RAI, soit la démarche de formation sur la gestion éducative de la classe et l'implantation du cadre de référence en orthopédagogie. Examinons maintenant les 6 conditions favorisant l'implantation de l'intervention à 3 niveaux telles que retenues à la CSPI. Condition numéro 1. L'affectation des ressources selon les besoins avérés des élèves. Une organisation de services adaptés aux besoins des élèves implique l'affectation des ressources disponibles de manière à mettre en place des conditions optimales pour leur réussite. Cela implique un choix judicieux quant au regroupement des élèves et une utilisation stratégique des sommes disponibles pour la libération des enseignants. Comme les ressources disponibles sont limitées, il faut s'assurer de monitorer et de réguler l'efficacité ainsi que les effets des services mis en place. Condition numéro 2. Une culture des pratiques collaboratives et un leadership affirmé. Le modèle d'intervention à 3 niveaux exige par définition la collaboration entre les différents intervenants puisque leur action auprès des élèves doit être complémentaire afin de dispenser l'ensemble du continuum d'intervention. La collaboration est donc un enjeu central qui fait l'objet de réflexion et sa régulation nécessite la mise en place d'actions spécifiques. Le ministère de l'Éducation affirmait déjà en 2001 l'importance d'établir une collaboration efficace dans les écoles. Compte tenu de la complexité grandissante de la tâche des enseignants, il leur est par conséquent difficile de la réaliser de façon isolée. Les enseignants ont besoin d'être soutenus pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Les enseignants sont ainsi appelés à travailler avec du personnel de plus en plus diversifié pour mieux répondre aux besoins des élèves. Dans un contexte éducatif qui vise la réussite du plus grand nombre d'élèves et qui reconnaît l'importance de mettre en œuvre des interventions visant l'égalité des chances de réussir pour tous, le ministère a de maintes reprises affirmé l'importance du travail de concertation et du travail d'équipe de tous les intervenants. Condition numéro 3. La gestion éducative de la classe. Une gestion éducative de la classe efficace est une condition sine qua non à l'implantation du modèle RAI pour 2 raisons principales. D'une part, les élèves auront beaucoup de difficultés à apprendre si le climat de la classe est négatif, instable ou indiscipliné. D'autre part, la mise en place de certaines interventions pédagogiques préconisées par le modèle d'intervention à 3 niveaux, dont l'intervention en sous-groupe, rend nécessaire de fortes habiletés à structurer et à organiser la vie de la classe. C'est pourquoi les variables liées à la gestion éducative de la classe, comme le maintien du déroulement des activités d'apprentissage, le maintien de l'attention des élèves, la qualité des transitions
ou la capacité de l'enseignant à percevoir ce qui se passe dans la classe doivent obligatoirement être considérées pour l'implantation de la RAI. Ces variables sont essentielles à considérer puisqu'elles contribuent à augmenter l'engagement et la persévérance des élèves dans les activités d'apprentissage, à diminuer la fréquence et l'intensité des comportements perturbateurs et à maximiser le temps passé à enseigner et à apprendre. Condition numéro 4, la formation continue et le développement professionnel de tous les intervenants. Mettre en place un enseignement efficace de niveau 1, intensifier l'enseignement au niveau 2 et mettre en place des interventions spécialisées nécessite un éventail large de compétences. Il faut donc que chaque école évalue les compétences que doivent développer les intervenants pour mettre en place les 3 niveaux d'intervention et qu'elle prévoit un plan de formation et d'accompagnement permettant au personnel de développer des pratiques efficaces pour relever ces défis. Condition numéro 5, assurer l'accès aux mesures technologiques compensatoires. Avec l'arrivée du numérique dans nos écoles depuis les dernières années, il est maintenant possible de mettre en place plusieurs mesures de soutien technologique visant à compenser des difficultés ou des troubles, permettant ainsi à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à la réussite. Afin que les élèves ayant besoin de ces moyens de soutien puissent en profiter, les gestionnaires d'établissement doivent s'assurer que plusieurs conditions soient réunies. Il faut tout d'abord qu'ils s'assurent que les outils soient disponibles en nombre suffisant pour couvrir les besoins. Il faut qu'ils fassent en sorte que ces outils soient fonctionnels et utilisables. Il est aussi absolument nécessaire qu'un plan de formation et d'accompagnement soit déployé autour des élèves et des enseignants afin que ceux-ci sachent utiliser de façon optimale ces outils. Condition numéro 6. Une culture véhiculant des pratiques inspirées de la recherche. Finalement, la dernière condition favorisant la mise en place du modèle RAI est la capacité pour un milieu de s'inspirer des connaissances issues de la recherche en éducation pour améliorer les pratiques pédagogiques. Cette condition est d'autant plus importante que le modèle d'intervention à 3 niveaux repose sur l'idée qu'au premier niveau d'intervention, les enseignants se doivent de déployer un enseignement de qualité, privilégiant des pratiques universelles à haut rendement d'efficacité afin d'assurer la réussite du plus grand nombre. Mais comment peut-on définir ce qu'est une pratique à haut rendement d'efficacité? En cette matière, les travaux de John Hattie nous sont d'un très grand secours. John Hattie et son équipe ont croisé les résultats d'environ 800 méta-analyses en éducation, synthétisant plus de 50 000 travaux de recherche et cumulant un échantillon de tout près de 200 millions d'élèves. Ce travail a permis de déterminer, selon un niveau élevé de fiabilité, les facteurs qui contribuent, et ceux qui contribuent peu, à la réussite scolaire dans les écoles. L'effet sur l'apprentissage de chacun des 168 facteurs étudiés par Hattie et son équipe ont été mesurés statistiquement. Les chercheurs leur ont attribué une valeur décrivant l'ampleur de l'effet sur la réussite des élèves. Il est possible de regrouper les valeurs en 4 grandes catégories allant des effets négatifs ou inverses jusqu'aux pratiques à haut rendement d'efficacité. C'est à partir du seuil de 0,4 que Hattie et son équipe considèrent qu'un facteur peut être considéré comme une pratique à haut rendement d'efficacité. Dans leur palmarès, la réponse à l'intervention occupe une place de choix avec un effet d'ampleur de 1,28, la classant ainsi au 3e rang des facteurs ayant le plus d'effet. Ce score très positif s'explique en partie par le fait que le modèle RAI permet de combiner plusieurs facteurs ayant un effet positif sur l'apprentissage, tels que l'importance mise sur la prise de données par des évaluations formatives, la nécessité d'offrir une rétroaction de qualité aux élèves en difficulté pour leur permettre de progresser, ou l'impératif de bien comprendre les difficultés des élèves pour mieux intervenir. Au niveau 1, donc, l'intervention doit prendre en compte la recherche en éducation. Ce niveau d'intervention a pour objectif principal de permettre à tous les élèves de la classe de développer les compétences attendues. L'enseignant met en place des ajustements
pour les élèves qui rencontrent des difficultés afin qu'ils puissent participer pleinement aux activités de la classe. Un dépistage est réalisé à des moments stratégiques de l'année pour repérer les élèves qui ont besoin de soutien. Le suivi des progrès des élèves permet de réguler l'intervention en vue de s'assurer que tous les élèves progressent. On peut s'attendre à ce qu'environ 80% des élèves progressent de façon satisfaisante lorsque l'intervention de niveau 1 est efficace. Les pratiques universelles de niveau 1 peuvent être encadrées par 6 principes permettant de définir les caractéristiques d'un enseignement efficace. Examinons ces 6 principes. Premier principe, la prise de décision basée sur des données et le premier dépistage. Selon le premier principe, on attend de l'enseignant qu'il planifie et ajuste continuellement son enseignement en fonction d'observations systématiques réalisées au quotidien. Ces observations doivent porter sur le processus d'apprentissage des élèves, sur le développement de leurs compétences, sur le déploiement des stratégies, et elles doivent permettre d'élaborer un portrait général de la classe. L'enseignant a donc la responsabilité de procéder au premier dépistage des difficultés des élèves. En se fondant sur leur évaluation, les enseignants ont ainsi accès à une source d'informations à propos de la progression de leurs élèves, mais aussi à propos de leur propre efficacité. Deuxième principe, un enseignement équilibré. L'enseignant qui met en place un enseignement équilibré répartit le temps d'enseignement d'une manière efficace afin de favoriser à la fois l'acquisition de connaissances et le développement des compétences. Il équilibre donc 2 grands types d'activités en classe, les activités d'exercisation et celles visant l'entraînement aux compétences. L'enseignement équilibré signifie aussi que l'enseignant a recours à une variété de stratégies d'enseignement afin de s'adapter au contexte et aux besoins des élèves. On peut donc ici associer le concept d'enseignement équilibré à celui de la flexibilité pédagogique. Troisième principe, un enseignement axé sur la compréhension et faisant place au traitement positif de l'erreur. Il est important que les enseignants entretiennent une culture d'attente élevée en classe quant à l'engagement cognitif des élèves. Pour progresser, il faut que les élèves soient soumis à des défis substantiels et raisonnables. Il faut placer les élèves dans des tâches où ils sont actifs et où ils peuvent faire la démonstration réelle d'une compréhension approfondie. John Hattie désigne ce phénomène par le concept de deep learning en opposition au concept de surface learning. L'erreur doit être perçue de manière positive et doit être considérée comme un élément fondamental et essentiel du processus d'apprentissage. Les enseignants sont donc invités à développer des pratiques évaluatives qui ont d'abord pour fonction le soutien à l'apprentissage et qui font une large place à une rétroaction fréquente et de qualité. Quatrième principe, soutenir l'accès aux apprentissages. La planification d'une différenciation pédagogique et la mise en place de mesures visant à soutenir l'apprentissage permettent de réduire les effets négatifs des difficultés sur les apprentissages. Cela permet aussi de contourner une partie des difficultés qui empêchent les élèves de bénéficier de l'enseignement. Dans cette optique, l'enseignant est le premier responsable de la réussite de ses élèves et par conséquent, il a aussi la responsabilité de mettre en place les mesures de soutien nécessaires à la réussite des élèves vulnérables de sa classe. Cela inclut le déploiement des mesures d'aide technologique compensatoire. Dans un modèle d'enseignement efficace, les enseignants doivent donc s'employer à développer leurs compétences et les habiletés nécessaires à la mise en place de ces différents moyens de soutien. Cinquième principe, l'optimisation du temps d'enseignement. Pour que l'enseignement soit efficace, il faut que le temps disponible pour l'apprentissage par les élèves soit utilisé de manière optimale. Pour y arriver, il faut entre autres que l'enseignement et les interventions en classe reposent sur une bonne planification, que les intentions pédagogiques de chaque leçon soient claires, que les élèves soient actifs dans leur apprentissage et que l'on mise sur le développement de l'autonomie des élèves pour certaines tâches. Et finalement, sixième principe,
l'enseignement de stratégies cognitives et métacognitives. Les élèves qui utilisent des stratégies et qui sont métacognitifs sont des apprenants plus efficaces et plus autonomes. Or, les élèves en difficulté sont souvent peu stratèges. Le développement des compétences est intimement lié à l'utilisation des stratégies. Il faut donc que l'enseignant utilise les méthodes d'enseignement appropriées et efficaces pour s'assurer du développement des stratégies chez les élèves. L'enseignement explicite est l'une des méthodes parmi les plus efficaces qui devrait être privilégiée. Passons maintenant au deuxième niveau d'intervention, soit l'intensification. Au niveau 2, une intervention intensive est offerte à un ou plusieurs sous-groupes d'élèves qui rencontrent des difficultés semblables. Par exemple, on propose aux élèves davantage de démonstrations et d'explications, plus d'occasions de mettre en pratique les stratégies enseignées ou d'utiliser leurs connaissances, et davantage de rétroactions correctives. Environ 15% des élèves nécessitent une intervention de niveau 2. Ces élèves progressent de façon satisfaisante lorsqu'ils bénéficient d'une intervention efficace à ce niveau, en plus de l'intervention de niveau 1. Encore une fois, plusieurs pratiques gagnantes peuvent être mises en place au niveau 2 afin de maximiser l'effet de l'intervention. Examinons les 5 pratiques gagnantes retenues dans le modèle de la CSPI. Première pratique, dépister les difficultés des élèves et mesurer la progression de ces derniers. Le dépistage est un ensemble d'actions visant à déceler des caractéristiques particulières chez les élèves à travers des situations d'apprentissage en contexte de classe. Il faut centrer le dépistage sur des éléments prédicteurs de réussite. La mesure de la progression des élèves, pour sa part, consiste en un suivi constant du progrès des élèves. Ces deux éléments enrichissent le portrait de la classe. Le dépistage effectué au niveau 2 est un complément aux observations déjà réalisées par l'enseignant au niveau 1. Il peut toutefois à ce stade être raffiné et s'appuyer sur des outils de collecte d'informations plus systématiques. Le dépistage et la mesure du progrès des élèves restent la responsabilité de l'enseignant, mais au niveau 2, cette responsabilité peut être partagée avec d'autres intervenants. Deuxième pratique, intensifier l'enseignement d'éléments travaillés en classe au niveau 1. Les interventions de niveau 2 doivent favoriser la mise en place des interventions pédagogiques complémentaires à celles déployées au niveau 1, en intensifiant l'enseignement de certains objets d'apprentissage par un entraînement plus encadré, plus dirigé, plus guidé. Cette intensification s'accentue normalement en sous-groupes d'élèves ayant des besoins similaires, facilitant ainsi une plus grande rétroaction. Troisième pratique, concentrer l'intervention autour des élèves vulnérables identifiés. Les interventions de niveau 2 doivent être en cohérence avec celles de niveau 1 afin de bien identifier les élèves pour lesquels l'enseignement de niveau 1 n'est pas suffisant. Une fois le sous-groupe d'élèves vulnérables identifié, il faut concentrer nos interventions d'intensification auprès d'eux. Si la fréquence des interventions et l'intensité de ces dernières n'est pas suffisamment élevée, elles risquent de ne pas être efficaces. Il faut donc éviter de saupoudrer les ressources pouvant soutenir l'intervention de niveau 2 et les concentrer de manière stratégique à partir des portraits de classe déjà établis. Quatrième pratique, documenter la situation de besoin des élèves vulnérables. Les intervenants du niveau 2 doivent être en mesure de décrire avec précision les besoins des élèves vulnérables en se référant à leur processus d'apprentissage. Une connaissance approfondie de la situation de besoin permet aux intervenants d'émettre de meilleures hypothèses d'intervention et de choisir le moyen à mettre en place en fonction de l'atteinte des attentes du programme enseigné à l'élève selon son âge. Cinquième pratique gagnante, favoriser la collaboration et l'action commune des intervenants de niveau 1 et 2. Il faut s'assurer que les séances d'intensification, qu'elles soient organisées en sous-groupe ou autrement, ne se fassent pas au détriment de l'enseignement de niveau 1. Il faut que les actions entre les niveaux soient complémentaires et bien planifiées.
Les interventions de niveau 2 devraient donc s'appuyer sur la planification du niveau 1 en approfondissant certains aspects. Afin de s'assurer de cette collaboration, les directions d'école devraient prévoir des moments de planification entre les enseignants et les intervenants qui viennent soutenir les élèves en classe pour l'intervention de niveau 2. Passons maintenant au troisième niveau d'intervention. Lorsque les difficultés persistent malgré l'intensification de l'enseignement, il faut alors envisager la mise en place d'interventions de niveau 3. À ce stade du continuum d'intervention, celle-ci est la plus intensive qui soit offerte en milieu scolaire. Elle est généralement nécessaire pour assurer la réussite d'environ 5% des élèves et elle est dispensée par des professionnels tels que les OSPS, les orthopédagogues, les orthophonistes ou par d'autres professionnels de l'éducation. L'intervention de niveau 3 doit aussi s'assurer d'être cohérente avec les interventions mises en place précédemment. Les écoles doivent donc prévoir des mécanismes de communication et de travail en équipe pour intégrer les intervenants de niveau 3 aux autres initiatives mises en place dans l'école. En plus de s'occuper des élèves à qui l'on a déjà accordé un code de difficulté et dont ils soutiennent l'intégration, les intervenants de niveau 3 peuvent être appelés à intervenir avec des élèves non codés référés par les intervenants du niveau 2. On doit donc prévoir des mécanismes et des balises afin de déterminer quand un élève bénéficiant de l'intervention de niveau 2 doit passer à un stade suivant. C'est pour cette raison que le modèle RAI se doit d'être en partie non catégoriel. Bien que l'intervention de niveau 3 ne porte pas exclusivement sur les apprentissages de la discipline du français, plusieurs processus liés à l'écriture et à la lecture doivent être soutenus pour permettre aux élèves de réussir dans leur parcours scolaire. Les intervenants de niveau 3 seront donc appelés à mettre en place des interventions visant un entraînement plus intensif des élèves, entre autres en ce qui a trait au processus non spécifique de la lecture et de l'écriture. Au primaire, les intervenants de niveau 3 pourraient être appelés à mettre en place des mesures rééducatives afin d'intervenir sur le processus spécifique de la lecture et de l'écriture. Au secondaire, cette rééducation des processus spécifiques de la lecture et de l'écriture devrait être largement remplacée par une utilisation efficace et systématique des moyens compensatoires permettant de pallier aux difficultés. Finalement, l'intervention de niveau 3 portera aussi sur l'entraînement de deux éléments déterminants pour la réussite des élèves et qui sont souvent très atteints chez les élèves en difficulté. Au niveau 3, les intervenants procéderont donc à l'entraînement des processus métacognitifs et à l'entraînement des fonctions exécutives. Ces interventions demandent des compétences plus spécifiques et une expertise qui doit faire l'objet d'un développement professionnel continu. En conclusion, rappelons un élément important quant à la responsabilité des élèves tout au long de l'intervention à 3 niveaux. L'enseignant reste l'acteur assumant la première responsabilité face à la réussite des élèves au niveau 1 et au niveau 2. Bien que d'autres intervenants puissent collaborer avec lui au niveau 2, cela ne le décharge pas de ses responsabilités. Au niveau 3, l'enseignant doit rester en contact avec les personnes qui soutiennent les élèves, bien qu'il ne soit pas impliqué directement. Même lorsque des interventions de niveau 2 ou de niveau 3 sont mises en place, l'enseignant doit toujours avoir un souci constant afin de s'assurer que son enseignement soit efficace. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension du modèle d'intervention RAI ou de l'intervention à 3 niveaux, je vous invite à consulter les ouvrages suivants. Merci et bonne journée.